t'habilles super bien. Lina. Son de estos coli. Es un border collie. No lo puedes ver en el país. Está ahí. C'est marqué un peu partout. Ouais. Je crois, ça doit être dans ce petit. Alors moi du coup je suppose que la mienne ça doit être une petite alors. C'est les chiens. C'est pas les chiens de la reine, ça? Ah. Je sais pas, Maxime. Un perro que tranquilo. Es el C'est des trucs de... La neige, voilà, c'est ça. C'est lourd, ils sont lourds, hein. C'est celui-ci, marron et le rouge. Et il y a tus hermanos. Esto es un acuario. Los colores, ¿no? Vienes con la luz azul, ¿no? Esa luz, cuando pasas del ángulo es un acuario, una pecera. Es que está súper limpio. El trabajo de limpieza Il faudra le savoir. C'est un peu plus seul. Ahí quedó. Le pisciculteur qui est juste là. Ah d'accord. Oh bah il est sympa, vous la On les connaît. Vous la
Mais il est magnifique. Si vous voulez, on a des bacs. Aujourd'hui, je vais t'avouer quelque chose. Je suis venu pour la première fois sur ce salon, dans ce qui s'appelle le Mondial de l'insecte. J'avais 17 ans. C'était il y a 3 ans. Presque. Bon, je vais vous parler de reptiles. Et pourquoi je vais vous parler de reptiles? Parce que j'aime ça. Parce que ça peut être passionnant. Alors bien sûr, certains d'entre vous viennent là parce que c'est des reptiles. Ah! Oh! Waouh! Ça fait peur. Ça attire. Ou ça génère une répulsion. Et en fait, la répulsion et l'attraction, c'est des sentiments qui sont très proches finalement. Et la différence pour moi entre la répulsion et l'attraction, c'est la connaissance qu'on peut avoir autour de ces animaux. Car ce sont des animaux qui peuvent être passionnants. Vous connaissez ce terme nouveaux animaux de compagnie. Alors, je vous ai dit que ça fait, je ne l'ai pas dit exactement, mais ça fait plus de 30 ans que j'en élève. Et ce sont des animaux qui ne sont pas vraiment nouveaux. Animaux, c'est évident, mais de compagnie. Qu'est-ce qu'on définit par un animal de compagnie? C'est un animal avec lequel on a un échange, une interaction. C'est un animal que vous prenez pour qu'il égaye votre quotidien. Et bien un reptile, je suis désolé, mais c'est vraiment pas ça. Ça peut être un animal passionnant, mais c'est un animal que vous allez observer. C'est un animal que vous allez chercher à comprendre. Vous allez décoder son comportement. Mais il ne va pas être là pour vous faire plaisir. Et si vous voulez un animal de compagnie, le chien, le chat sont des animaux merveilleux avec lesquels vous aurez une vraie interaction. Mais avec les serpents, il va falloir être un peu plus contemplatif. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, tu vas nous sortir de ton sac, non pas un lapin, car ça serait malvenu avec ces Ni une animaux, colombe, ni une colombe, mais tu vas nous sortir un serpent. Je vais vous sortir une couleuvre, qui est une couleuvre à gouttelettes, un serpent des blés, donc une couleuvre américaine. Et ces serpents, qui sont des reptiles, qui sont des animaux dits à sang-froid, et je vous expliquerai pourquoi, on les transporte dans des sacs. Et ces sacs en toile permettent à l'animal de se tranquilliser. Ça permet à l'animal de savoir qu'il y a autour de lui quelque chose de rassurant, et donc de ne pas être stressé. Ça peut paraître surprenant, mais c'est la meilleure façon de transporter un reptile. Ensuite, ce sont des animaux qui ont besoin d'une certaine température, et pour cela, on va les transporter dans des caisses isothermes. Là où le pavillon des reptiles, vous pouvez aller voir ces animaux, il fait 26-28 degrés, donc il n'y a pas besoin. Mais sinon, on les transporte dans des caisses polystyrène. Oh là! Celle-là est la plus nerveuse de toutes, mais vous voyez qu'une fois qu'elle est posée, elle va explorer son environnement, elle va serpenter à la manière d'un serpent, et être relativement calme et dans l'observation. Alors ces serpents, donc ce sont des serpents qui ont été sélectionnés en captivité. La coloration que vous voyez là n'est pas la coloration naturelle de l'espèce. Et l'homme procède ainsi depuis une trentaine d'années déjà pour sélectionner des morphes, des formes de coloration qui n'existent pas dans la nature. Il y a aujourd'hui, pour ce serpent des blés, probablement autour de 2000 colorations existantes. Donc c'est quelque chose de vraiment important. Et là, c'est un spécimen albinos que l'on appelle un reverse oceti. Donc le nom commun de cette couleuvre, c'est le serpent des blés. Le nom scientifique de cet animal, c'est Pantherophis guttatus. Et en fait, tous les reptiles ont un double nom, et tous les animaux d'ailleurs ont un double nom. Et ce nom, en fait, il est composé d'un nom de genre et d'un nom d'espèce. Et ça, c'est pour pouvoir communiquer de façon scientifique dans le monde entier. Et le nom commun, c'est le nom qui est le plus approprié à l'espèce dans le milieu d'origine où il se trouve. Alors cette couleuvre, c'est une couleuvre nord-américaine qui vit dans le sud-est des États-Unis et qui en captivité est le serpent le plus fréquemment élevé, le plus reproduit, tant il est à la fois docile, tant il est facile à élever, tant il est accessible et donc adapté à ce que l'on imagine et ce que l'on attend de ce serpent, c'est-à-dire vivre une vie tranquille, sans exigence extrême. Alors là, on le voit vivre sur ton bras en quelque sorte, mais ce sont des animaux qui, à la maison, ne vivent pas comme les chiens et les chats ne vivent pas sur le bras de leur maître. Évidemment, évidemment. C'est pas un vrai animal de compagnie, je vous l'ai dit. Et donc, si vous laissez votre serpent se balader dans le salon, eh ben, il va arriver ce qui doit arriver. Il va s'échapper, se cacher, trouver une plainte, passer sous la porte, passer dans les canalisations même parfois. Et donc, ce sont des animaux que l'on installe dans un terrarium. Un terrarium, c'est un milieu artificiel dans lequel on va recréer un espace de vie adapté, un espace de vie dans lequel il y aura de la chaleur, il y aura des cachettes, il y aura tout un environnement adapté à ces animaux
de façon artificielle. Ce ne sont pas des animaux qui vont s'adapter à autre chose que leurs besoins d'origine. Et comprendre leurs besoins d'origine, c'est quelque chose de très intéressant. C'est passionnant, ça nous fait voyager, ça nous permet de comprendre les interactions de ces animaux avec leur environnement et donc d'adapter les choses. Et adapter les choses pour que l'animal se comporte d'une façon adaptée, c'est quelque chose de passionnant. Donc ces reptiles, lorsque je les sors de leur sac, lorsque je les manipule, je vais leur offrir instinctivement un support. Ce support, ce sont mes doigts, c'est ma main. Et dès lors que l'animal se sent en sécurité, il va se déplacer calmement. Vous avez vu le premier serpent, quand je l'ai sorti du sac, le premier réflexe, c'est d'essayer de se carapater. Et dès lors que l'on lui propose quelque chose dans lequel il aura confiance, quelque chose d'agréable, parce que mon bras est chaud, donc relativement agréable pour l'animal, vous voyez qu'il s'apaise, il se calme. Et donc l'interaction que l'on peut avoir avec ces animaux, en fait, c'est une interaction qui est presque à sens unique. On va se comporter d'une certaine façon pour obtenir un certain résultat. C'est en quelque sorte une interaction quand même si ce n'est pas une interaction basée sur l'affect. On ne sait pas si les serpents peuvent reconnaître leur maître, il n'y a pas de moyen de le savoir, puisqu'en fait, les serpents vont se comporter de la même façon avec le même stimuli. Et donc, lorsque quelqu'un qui a l'habitude de manipuler un serpent, le serpent est calme. Et les gens me disent, ah mais moi, je sens mon serpent, il me reconnaît, et quand c'est ma femme, c'est pas du tout pareil. C'est juste une question d'habitude par rapport à l'animal et à la façon de se déplacer. Et en parlant de déplacement, ça nous amène sur une des caractéristiques des serpents. C'est assez simple, hein. Qu'est-ce que ça a de particulier un serpent? Ça n'a pas beaucoup de pattes. Hein. Ça n'a pas beaucoup de pattes, non. Non, effectivement. C'est apode, ça n'a pas de pattes. Ça a eu des pattes il y a longtemps, mais les serpents ont évolué sans pattes. Et en fait, la disparition des pattes chez les serpents, c'est un avantage. Ces animaux sont des animaux qui vont rentrer dans des terriers, qui vont grimper à l'arbre. Les pattes est un avantage pour ces animaux. Un avantage compétitif. Ils peuvent rentrer à des endroits où d'autres animaux, d'autres prédateurs ne pourraient pas aller, et ainsi occuper une niche écologique bien à eux, bien à part, et trouver leur nourriture de cette façon-là. Alors tous les serpents sont des prédateurs. Ce sont des prédateurs actifs ou passifs, ça dépend des espèces. Actifs, ça veut dire qu'ils vont chasser, et lorsqu'ils chassent avec leur odorat, donc ils vont sentir les proies, les attraper, les étouffer, et une fois qu'elles sont mortes, les avaler. Ou alors, ce sont des serpents venimeux qui vont donc faire une envenimation, injecter du venin, sentir leur proie et aller la manger une fois qu'elle est morte. Et donc tous les serpents, ce sont des carnivores qui vont manger des proies entières. Ils ne savent pas découper. Ils ont des petites dents pointues, un petit peu comme des poissons, des toutes petites dents. Et donc les dents ne servent qu'à retenir la proie qui va ensuite être ingérée en une seule fois. Et l'ingestion des proies chez les serpents, c'est bien fait la nature. Ça leur permet de manger de façon très espacée. Et pour pouvoir manger de façon espacée, il faut manger des gros repas. Et pour pouvoir manger des gros repas, il faut avoir une mâchoire élastique. Les os de la mâchoire sont reliés entre eux par des ligaments élastiques qui permettent aux serpents de passer des proies très grosses. Un serpent comme ça peut manger un rat de 120-150 grammes, au maximum évidemment. Alors effectivement, il faut manger des très gros repas, mais il faut aussi digérer très lentement ces repas, parce que nous on peut manger des gros repas, mais ça ne va pas nous rassasier pour longtemps, alors qu'un serpent, il met du temps. Nous, on a besoin de manger souvent parce qu'on a un métabolisme élevé. Et notre métabolisme, en fait, il est surtout occupé à quoi? À produire de la chaleur. On doit manger beaucoup pour produire de la chaleur. Mais les reptiles, eux, ne produisant pas de chaleur, ne se déplaçant pas beaucoup, n'ont pas besoin de manger souvent. Donc un repas par semaine, pour un serpent, c'est normal. Ça pose aucun souci. Vous pouvez partir une semaine, laisser votre serpent tranquille, revenir, il n'a même pas remarqué votre absence. Vous voyez, c'est un animal de compagnie sympa, finalement. On va regarder d'autres serpents et vous pourrez en fin de présentation les toucher à votre tour. Alors pour toucher un serpent, pour manipuler un serpent, c'est assez simple. On lui offre 2 points d'appui et on le laisse prendre appui et explorer son environnement. On ne tient jamais le serpent. On ne le restreint pas, on ne le contient pas. On le laisse observer et se comporter naturellement. Alors ce serpent, c'est un python royal. Un python royal, pourquoi? Pas parce que c'est le plus grand, le plus fort des pythons. Non. C'est un python qui bénéficiait d'accords entre la couronne britannique et le royaume du Dahomey, dans l'Afrique de l'Ouest. Le royaume du Dahomey, c'est actuellement le Bénin. Et le Bénin, c'est le berceau du vaudou. Et il y avait donc des cultes vaudous, un temple
en particulier à Abomey, qui voue un culte à cet animal, à ce serpent. Et donc il y avait des accords entre ces deux royaumes. Et c'est resté dans la culture européenne le python royal. Et les Américains, eux, qui n'ont pas du tout la même culture que nous, évidemment, l'ont appelé ball python. Parce que lorsqu'il a peur, il se met en boule. Une observation très très basique, python boule. Et les Anglais l'appellent royal python. Alors ce python, il est adulte, il mesure la même taille que ma couleuvre, il mesure autour d'1,20 m, mais il n'a pas du tout la même morphologie. Lui, il s'attaque à des proies beaucoup plus grosses, qu'il va chercher dans des terriers, et qu'il doit pouvoir maîtriser de façon immédiate et puissante. Et il a une autre particularité, ce python, il a un organe de détection de la chaleur. Il a des petites fossettes, vous voyez des petites encoches au niveau de sa mâchoire. Je vais vous le montrer avec un autre python juste après, vous verrez un petit peu mieux. Il a donc au niveau de sa mâchoire des petites encoches qui sont des fossettes thermosensorielles. Et ces fossettes vont lui permettre de voir les infrarouges. Et donc la nuit, il a une vision nocturne exactement comme le militaire en opération. Ces petites lunettes magiques là, qui lui permettent de voir sans être vu. Et bien pour le serpent, ça lui permet de voir les rongeurs dont il se nourrit, de les sentir, et il les sent pas avec son nez, il les sent avec sa langue, et ensuite de les attraper et de les étouffer. Donc pour récupérer des odeurs, un python va tirer la langue, comme tous les serpents, en permanence, cette langue bifide, donc une langue avec deux extrémités, et il va donc ensuite analyser les odeurs au niveau de son palais et savoir si c'est une menace, si c'est une proie, et ensuite décider de ce qu'il en fait. On a un python où on voit un petit peu mieux les encoches. Donc les boas et les pythons, avec les crotales, sont les seuls serpents à avoir ces fossettes thermosensorielles. On me demande beaucoup à toucher les serpents. Je vous rassure, vous allez pouvoir les toucher. J'avance juste un petit peu dans ma présentation. Avant de les faire passer parmi vous, il y a une dizaine de serpents. Alors là, vous pourrez avoir le plaisir de manipuler. Là, tu as deux serpents dans ta main. Est-ce que ces deux serpents peuvent être copains? Alors copain, c'est pas vraiment le terme, mais ils s'acceptent. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de défense de territoire. Donc ils sont là au même endroit, au même moment. C'est un pur hasard pour eux. Ils n'ont pas voulu, mais ça ne les dérange pas plus que ça. Un python royal de sa couleur naturelle, les autres sont sélectionnés pour leur teinte, leurs aspects. Et en fait, l'homme fait ça en permanence. Et des pythons albinos, des pythons tout blancs avec des yeux bleus existent. Il y a même des pythons sans écailles. On les a sélectionnés au point qu'ils n'ont plus d'écailles. Et ça a une valeur marchande beaucoup plus importante. Alors pour l'animal, il vit exactement de la même façon. Mais c'est quelque chose d'assez spectaculaire et d'assez particulier. Bon, je vous vois assez impatient. Et je vais donc m'arranger pour vous les faire passer. Ce qui permettra de continuer avec d'autres animaux. Vous l'essayez, je suis sûr. Ouais. Croire à ses prédateurs, c'est une vipère. Donc il va attaquer, il va se gonfler, il va souffler, et il va avoir le même comportement complètement immobile. C'est un mode de défense assez courant en fait chez les reptiles, de se faire passer pour un autre. Il a un petit nez caréné. Alors vous ne pourrez pas le toucher celui-là, il peut avoir des mouvements un petit peu vifs. Pour vous montrer la diversité qui existe chez les serpents. Il y a plus de 11 000 espèces de reptiles, un peu moins de 4 000 espèces de serpents. C'est un groupe assez diversifié. C'est effectivement un boa qui se fait passer pour une vipère. Sandoya aspera. Aspera parce qu'il est un petit peu rugueux. Alors, les noms scientifiques ont toujours une signification et souvent assez caractéristique de l'époque. Ils ne sont pas totalement sourds, hein. Ils ont une oreille interne qui est reliée aux os de la mâchoire et qui leur permettent, ces serpents, d'entendre certains sons basse fréquence, mais pas tous. Ils vont entendre le barrissement d'un éléphant, mais ils ne vont pas entendre le chant d'un oiseau, nos serpents. Et là, c'est un Norvégien des Balkans. Un autre lézard un peu particulier, c'est un 5 à langue bleue. Vous pouvez tirer la langue et la langue qui est bleue. Et le bleu, en fait, dans le règne animal, c'est assez rare. Donc, lorsque l'animal se sent menacé, il ouvre la gueule, il tire la langue, et donc, lorsqu'on est un lézard un petit peu pâteau comme ça, on peut s'attaquer qu'à des œufs, à des larves d'insectes, mais c'est effectivement pas un prédateur très très actif. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Couleur
couleur unique, il s'appelle Xenopeltis unicolore, il a une seule couleur, mais au niveau de ses écaillures, ses écailles, il a des reflets, des iridescences. Et en fait, ce sont dus à des cellules pigmentaires au niveau de la peau, qu'on appelle des iridophores, et donc ils vont... Là, on est plus proche de ce que vous imaginez d'un grand serpent. C'est bizarre, d'un coup tout le monde se recule. Hein. Et en fait, cette couleur, à partir du moment où elle va comprendre que son environnement n'est pas si gênant, si dangereux que ça, vous voyez, elle se calme. Elle mesure un peu plus de 2 mètres. C'est vraiment une grande couleur. C'est une couleur qui est originaire du sud-est asiatique, du Vietnam en particulier, qui a été découverte il y a une vingtaine d'années seulement, et qui s'élève très facilement et qui, chez les éleveurs de serpents, est nommé beauté bleue du Vietnam. C'est un serpent qui se nourrit de grosses proies, des lapins, des oiseaux, qu'elle va chasser de jour. La plupart des serpents sont nocturnes, c'est un serpent qui peut être actif dans la journée. Il a un masque assez caractéristique. Il y a beaucoup de serpents qui ont ce masque, soit pour protéger, soit pour faire en sorte de passer inaperçu pour qu'on ne puisse pas situer exactement l'emplacement de l'œil. C'est quelque chose de complètement normal. Vous voyez que l'animal est beaucoup plus calme d'un coup, mais c'est un animal qui, par nature, est assez vif et va opérer une reptation typique des serpents, une ondulation assez rapide. Et en fait, il va faire différer ses points d'appui de façon à pouvoir avancer assez rapidement. Alors, elle est gentille, mais elle bouge un peu trop quand même pour une première expérience, à mon avis. Ce serpent est un serpent d'Amérique du Sud, mais vous voyez qu'il a la même morphologie, il a la même taille, il a un peu le même comportement. C'est juste un animal qui a la même niche écologique, et donc son corps s'est adapté de la même façon pour se nourrir des mêmes proies à l'autre bout du monde. Et les Amérindiens l'appellent serpent des poulaillers parce qu'il vient manger les poules pendant la journée. Un Spilotes spulatus. Très très jolie couleur. En fait, cette grenouille, elle vit dans les forêts de Bornéo et de Malaisie. Et elle va se faire passer pour une feuille morte. Elle va se poster à côté des points d'eau. Et lorsqu'il y a une proie qui passe, principalement des grenouilles d'ailleurs, elle va ouvrir une gueule démesurée et avaler cette grenouille. On fait sa toilette d'abord. C'est la plus grosse espèce de crapaud qui existe. C'est un Bufo marinus, un crapaud buffle. Il faut lui donner un support pour qu'il se calme. Et ce crapaud, en fait, il a évolué vers le gigantisme, à la fois pour résister aux prédateurs, mais pour résister aux prédateurs, il a une autre arme, il a une arme chimique. Il a des glandes sur le côté qui lui permettent d'excréter du venin. Si jamais il y a un chacal qui vient essayer de le manger, de disputer un petit peu, il va sécréter du venin. Ce venin va être irritant et le chacal va passer son chemin et n'attaquera plus jamais le crapaud. Voilà, donc c'est la plus grosse espèce de crapaud qui vient d'Amérique du Sud et qui a un crapaud qui finalement n'a pas peur de grand chose parce qu'il a et du venin et la taille qu'il faut. C'est un animal qui a été introduit involontairement dans certaines régions et volontairement dans d'autres pour manger les parasites dans les champs de canne à sucre. Mais comme le crapaud ne saute pas très haut, finalement ça a été un échec cuisant. Ahí sí, en el hombro, ¿eh? Que no sé si es. Je vais me poser parce qu'en fait, là il m'a fait un signe. Là il m'a dit je suis pas content d'être là. Il s'est tendu, il s'est crispé, vous avez rien vu, c'est normal parce qu'il a rien fait. Mais il a communiqué en disant j'aime pas là ce qui se passe. Et en fait il faut juste lui laisser le temps de comprendre ce qui se passe autour de lui pour qu'il se tranquillise. Donc vous voyez que même si ce ne sont pas des animaux avec lesquels on interagit de façon active, ils expriment quelque chose quand même. Et arriver à les observer pour comprendre leurs besoins, c'est justement un des aspects qui moi en tout cas me passionne dans la terrariophilie. La terrariophilie c'est le fait d'élever ces animaux dans un terrarium, de recréer leur environnement, d'apaiser la relation qu'on peut avoir avec et d'obtenir une observation assez passionnante et qui pour certains peuvent même devenir un métier. Et ce boa constrictor, donc c'est un habitant des forêts d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, c'est un animal assez imposant.
Mais c'est loin d'être le plus grand des serpents. Un boa constrictor, ça fait 1,50 m à 2 mètres. Et il y a des serpents qui peuvent atteindre 6, 7, 8, voire même 9 mètres pour les animaux les plus imposants. Les anacondas. L'anaconda, c'est le plus lourd, c'est pas le plus long. Mais un anaconda adulte, ça peut faire jusqu'à 200 kg. C'est quand même un animal vraiment imposant pour 6 mètres. Et le plus long, c'est le picon réticulé. C'est ce qu'on nomme aussi comme dragon. Et qui est un animal en fait très intéressant en termes d'interaction. C'est un animal en fait qui a une compréhension de son environnement et de l'interaction très poussée. Et donc il va observer, il va chercher à comprendre. C'est un animal qui est très actif aussi. Et c'est un animal en fait qui, pour un reptile, est doué d'une relative intelligence. Et si vous l'observez dans le pavillon des reptiles, vous pourrez voir qu'il a très vite compris de quel côté il pouvait sortir. Il a très vite compris aussi que quand on était à côté, il n'arrivait pas à sortir. C'est pas grave, il a le temps de réessayer. Mais s'il nous voit effectivement avoir un petit mouvement de recul, il va attendre. Et dès qu'on a le dos tourné, hop, il réessaye de sortir. Alors on voit que lui, il a des orifices pour écouter, pour entendre. Les lézards sont effectivement des animaux qui ont un très bon sens de l'audition. Et en fait, le tympan est directement sur l'extérieur. C'est pas très agréable, mais c'est pas gênant pour lui. L'animal accepte d'être manipulé. Vous avez vu qu'il a tout de suite cherché à sécuriser la prise. Il veut en fait être sûr de ne pas tomber. Il veut bien être soulevé, mais il veut être sûr de ne pas tomber. Et je ne peux pas lui en vouloir pour le coup. Donc lorsqu'on manipule ces animaux, il faut accepter parfois de perdre un petit bout de chemise quand même au passage, parce que les griffes sont extrêmement acérées. Vous verrez aussi que la langue des varans est extrêmement longue et effilée. Ça lui permet d'aller chercher des odeurs très loin et de les analyser dans son palais, dans ce qu'on appelle l'organe de Jacobson, qui est commun aux serpents et aux lézards, et qui existe aussi dans d'autres espèces bien sûr. Là, je vais rester un petit peu sectaire sur celle qui m'intéresse. Donc l'animal a une extrêmement bonne odorat, une capacité à sentir des proies à des kilomètres, d'aller trouver une charogne, d'aller trouver un point d'eau, et de pouvoir explorer son environnement parce que c'est un animal très actif. Il peut parcourir plusieurs kilomètres, plusieurs dizaines de kilomètres tous les jours pour explorer son environnement et regagner son terrier pour passer la nuit ensuite. Les varans sont tous des animaux strictement diurnes, c'est-à-dire qu'ils sont actifs dans la journée, où ils vont passer leur temps à aller chercher des proies, découvrir des odeurs. Et donc ce sont des animaux vraiment intéressants, mais évidemment, vous imaginez bien qu'un animal de cette taille-là, on ne peut pas l'élever chez soi comme ça. Il est nécessaire d'avoir des autorisations bien particulières, que l'on appelle donc le certificat de capacité, et pour lesquelles il faut avoir déjà une certaine expérience. Alors, à la ferme tropicale, on fait bien sûr des activités pédagogiques auprès du grand public, comme c'est le cas aujourd'hui, mais on fait également ces stages de formation. Et surtout, on va essayer de creuser le troisième plus grand serpent qui existe, avec une femelle qui a maintenant 4 ans. Je m'appelle là pour enlever un petit peu les copeaux qu'il y a. Vous voyez que là, elle n'a pas très bien compris, donc elle a vu la queue là. Il y a une interrogation, je ne sais pas ce qui se passe. Donc il faut le temps que l'information qui est au niveau de la tête revienne au niveau de la queue. Ça y est, c'est fini. Je suis apaisé, tout se passe bien. Et ça suffit. Je vais juste laisser le temps, maintenant je peux aller la prendre. Allí, dime. Una serpiente gigante. Un serpent de cette taille-là, c'est extrêmement puissant. Donc il y a quelques règles. La première règle, on ne manipule pas tout seul. A priori, vous êtes assez nombreux, ça peut aller. Et la deuxième règle, on ne le laisse jamais faire un tour complet autour du cou. À aucun moment, le serpent va chercher à m'étouffer. Si je représente une menace, il va souffler, il va chercher à fuir ou il va me mordre, mais c'est tout ce qui va se passer. Par contre, s'il a peur de tomber, il va serrer pour ne pas tomber. Et puis si moi je panique, il va serrer plus fort. Et en fait, je peux tomber dans les pommes très rapidement parce que l'animal va couper la circulation au niveau du cou. Donc ce sont des animaux classés comme dangereux, c'est relativement évident, même si le danger n'est pas du tout celui qu'on imagine. Le danger avec ces animaux, ce serait qu'ils se trompent. Je caresse mon lapin, ensuite je vais voir mon serpent pour changer sa gamelle d'eau. Et pour le serpent, il y a un lapin, il y a l'odeur du lapin, il dégage la chaleur du lapin. Bon, il voit bien que l'œil donne une autre information, mais enfin, il a 3 informations sur 4 qui lui disent que c'est un lapin.
Bon, bah, dans le doute, je mange puisque c'est un lapin. Voilà. Et là, effectivement, il peut y avoir des accidents dans ces cas de figure. Et à la ferme tropicale, nous avons un bâtiment d'élevage en Seine-et-Marne. Et autant on peut s'occuper des crocodiles tout seul, autant ces serpents-là, c'est interdit. Il faut forcément être deux. C'est une mesure de sécurité pour le cas où il y ait une erreur. L'erreur est toujours une erreur humaine, évidemment, mais elle peut avoir des conséquences et des répercussions importantes. Alors ce python, donc il est encore jeune, hein, il va presque doubler. Là, il doit faire à peu près 3,50 m. C'est un animal donc, assez imposant. Il doit faire une trentaine de kilos, il n'est pas encore très gros. Mais c'est extrêmement musculeux, extrêmement puissant. Donc il faut toujours faire attention de lui laisser la possibilité d'avoir des points d'accroche. C'est pour ça que je le dirige un petit peu avec mes mains. C'est un animal qui bien sûr est dénué de toute agressivité. Et une dernière chose avec ce python, il a été introduit involontairement un cyclone dans les Everglades. Et c'est maintenant un animal qui aux États-Unis est considéré comme une espèce invasive parce qu'il va se nourrir sur place des ratons laveurs et d'autres mammifères qui n'avaient pas de prédateurs précédemment, puisque le seul prédateur en Floride de cette taille-là, c'est l'alligator et le puma. Et donc ils vont occuper une niche écologique qui a été laissée libre. Donc c'est une petite catastrophe quand même pour cet écosystème particulier. Alors est-ce que c'est un serpent vivipare ou ovipare? C'est un serpent ovipare. Et comme tous les pythons, il va pondre des œufs qu'il va couver. Il va rester sur ses œufs pendant à peu près 2 mois. Et il va les protéger. Il va faire des contractions musculaires qui vont permettre à la couvée de rester dans des conditions adaptées de chaleur et d'humidité. Et il y a un seul autre serpent qui fait ça, c'est le cobra royal. Le cobra royal va garder le nid, mais pas les œufs. Et va faire en sorte qu'aucun prédateur ne s'approche. Il y a d'ailleurs dans certaines régions d'Asie du Sud-Est des panneaux pendant la saison de reproduction disant ne pas passer par ce chemin parce qu'il y a une ponte de cobrins royaux qui vont donc défendre férocement leur nid. Essaye d'attraper l'autre là. Eh bien, on peut applaudir Karine Dawes de la ferme tropicale. Je vous invite à lui rendre visite dans sa célèbre boutique du 13e arrondissement de Paris, où vous verrez des terrariums superbement installés. Vous verrez tous ces animaux qu'il a présentés là, mais bien d'autres encore, hein, depuis des toutes petites grenouilles merveilleusement colorées, jusqu'à aux caméléons et d'autres reptiles passionnants. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation et forcément à bientôt. Merci beaucoup à vous, j'espère vous avoir un petit peu démystifié ces animaux qui en tout cas moi me passionnent. Je vous invite donc à me retrouver à la ferme tropicale, à aller visiter le pavillon des reptiles. C'est trop mignon. Les arrosser.